Est-ce que le mot table a 4 pieds? Est-ce que le mot rose sent bon? Évidemment pas. D'ailleurs, le mot table pourrait très bien vouloir dire rose et rose pourrait très bien vouloir dire table, sans que ça gêne personne et sans que ça change rien. Alors pourquoi précisément table qui veut dire table et rose qui veut dire rose? Le langage, avec Laurent Cohen. Épisode 2. Est-ce un booba ou un kiki? En fait, c'est un mystère assez profond et c'est pour ça que certaines religions ont confié la solution de la question au bon Dieu ou aux premiers hommes. Et on va d'ailleurs citer le livre de la Genèse. L'Éternel Dieu avait formé de matière terrestre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena devant l'homme pour qu'il avisât à les nommer. L'homme imposa des noms à tous les animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages. Alors évidemment, l'ennui, c'est que le texte ne nous dit toujours pas pourquoi Adam a choisi un mot plutôt qu'un autre pour nommer un lion ou un pigeon. Et en fait, ce que disent les linguistes et les philosophes, c'est que ce lien est considéré comme arbitraire. Ce qui veut dire que n'importe quel mot pourrait s'appliquer aussi bien à n'importe quelle chose et que ça ne changerait rien. D'ailleurs, dans Roméo et Juliette, Juliette dit qu'une rose sentirait aussi bon, quel que soit son nom. C'est vrai pour l'essentiel, mais pas absolument à 100%. D'abord, à l'intérieur d'une langue donnée, c'est pas complètement le chaos. Peut-être que le mot cheval a été choisi de façon arbitraire pour parler d'un cheval, mais quand on veut parler de plusieurs chevaux, on dit chevaux. On ne dit pas un mot qui n'a rien à voir. Autrement dit cheval, chevaux, je mange, je mangerai. L'arbitraire a été réduit par l'organisation de la langue. Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi on dit cheval plutôt que chaussette. Alors, est-ce qu'il y a des indices dans les sons des mots qui indiqueraient quelque chose sur leur signification? Le plus évident, ce sont les onomatopées. Vous allez entendre quelques sons et je vais vous demander d'écrire ce que vous entendez. Alors, vous avez sans doute écrit cocorico, miaou, atchoum, cuicui. En fait, ce sont des mots conventionnels, pas complètement, qui ont été créés à la ressemblance des bruits correspondants. Mais il y a aussi des situations un peu plus subtiles que ces onomatopées. Par exemple, il y a des familles de mots dont le son se ressemble et qui ont des sens voisins. On donne souvent l'exemple en anglais. Il y a slime, slush, slug, sloth et encore d'autres mots qui commencent par sl et qui tous renvoient à des choses glissantes, lentes, paresseuses, gluantes, etc. Il y a aussi la possibilité de représenter le pluriel en répétant le mot. Par exemple, en indonésien, pour dire des amis, on dit teman, teman, ce qui veut dire ami, ami. Donc il y a plusieurs amis, il y a plusieurs fois le mot ami. C'est aussi une manière de faire ressembler les mots à ce dont ils parlent. Donc si les sons nous murmurent quelque chose sur leur sens, ça devrait permettre de deviner ce que veulent dire certains mots de langue étrangère, et effectivement c'est le cas. Des chercheurs ont fait écouter des mots qui expriment la grandeur, comme énorme, gigantesque, gros, grand, volumineux, etc., ou des mots qui expriment la petitesse, minuscule, petit, infime, etc. Mais ils ont fait ça dans des langues que leurs participants ne connaissaient pas du tout. Ils leur ont demandé de deviner si ça voulait dire plutôt grand ou plutôt petit. Et en fait, même dans une langue qu'on ne connaît pas, on arrive à deviner mieux que le hasard si un mot veut dire petit ou si un mot veut dire grand. Et aussi, ça marche aussi pour distinguer des mots qui veulent dire rapide plutôt que lent ou pointu plutôt que arrondi. Alors, on va faire un essai. Vous allez écouter quelques pseudomots qui ne veulent rien dire, et pour chacun, vous devrez décider si le son vous semble plutôt pointu, comme une espèce d'oursin, ou plutôt arrondi, comme une espèce de patate. Kéti, kipi, jomou, kipé, lojo, kotou,
Moujo, Kiki, Moujou, Péké. Alors normalement, Moujou et Jomou vous ont paru arrondis et Kéti ou Kipi vous ont paru pointus. Je dis normalement parce que c'est un phénomène très puissant, ça marche chez tout le monde. Et on connaît ça sous le nom de l'effet Booba-Kiki, parce que Booba, c'est un bon exemple d'un son arrondi, et Kiki, c'est un bon exemple d'un son pointu. Et petit, parce qu'il n'y a pas que le caractère arrondi ou pointu. Ce qui est du genre Booba, on l'imagine plutôt plus gros. Quelque chose du genre Kiki, on l'imagine plutôt plus petit. Mais pourquoi? Parce que Kiki, c'est un son, ce n'est pas pointu. En fait, il y a pas mal d'explications, mais la plus probable, c'est que on sait que dans le monde réel, le caractère pointu va avec des sons aigus. Et le caractère petit aussi va avec des sons aigus. Vous prenez une corde de violon, ça fait un son plus aigu qu'une corde de contrebasse. Parce que les petits objets vibrent avec des fréquences plus aiguës et les gros objets avec des fréquences plus graves. Et que dans Booba, il y a des fréquences graves, des sons graves. Et dans Kiki, il y a des sons aigus. Et donc, c'est probablement ça l'explication. Alors, c'est vrai aussi pour les objets mous et durs. Un objet mou fait plutôt des sons plus graves, un objet dur fait plutôt des sons plus aigus. Et un objet mou ne se casse pas en petits objets très pointus. Vous voyez, tout ça est relié. C'est ça le genre d'explication à l'effet Booba-Kiki qui n'est pas réservé à l'espèce humaine, mais on sait que même les chiens, par exemple, spontanément ont tendance à associer les sons aigus avec des objets petits. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter maintenant un extrait d'un sketch désopilant des Monty Python et qui porte exactement sur ce qui nous intéresse. Imaginez, ça se passe dans le salon d'une espèce de gentilhommière. Monsieur et madame et mademoiselle sont en train de bavarder. Les domestiques sont autour. Le père a les yeux dans le vague et il prend un plaisir assez obscène à prononcer des mots du genre Booba, auquel il trouve un agréable caractère boisé. Et la jeune fille, elle sursaute de douleur dès que vient un mot du genre Kiki, qu'elle trouve insupportablement métallique. Gone. What's gone, dear? Nothing. No, just like the word. It gives me confidence. Gone. Gone. It's got a sort of woody quality about it. Gone. Gone. Much better than newspaper or litter bin. Oh, frightful words. Perfectly dreadful. Newspaper, litter bin, dreadful, tinny sort of word. Tin. Oh, dear, don't say tin to Rebecca. You know how it upsets her. Sorry, old horse. Alors, le phénomène Booba-Kiki veut nous dire que les sons de la parole ont, dans un certain sens, une forme géométrique. Et on s'attendrait donc à ce qu'on écrive, on invente des lettres correspondances. Et en fait, en français, ça marche assez bien. Parce que si vous regardez la lettre I, elle est toute pointue. Et la lettre O, elle est toute ronde. Donc, on a l'impression qu'on utilise ces correspondances Booba-Kiki pour inventer des formes de lettres. Et des chercheurs ont vérifié si ce n'était pas juste l'effet du hasard. Et ils ont pris des tas d'alphabets. Ils ont sélectionné les lettres qui correspondent au son I et au son OU. Et ils ont montré que même des gens qui ne connaissent pas ces alphabets arrivent à deviner mieux que le hasard quelles sont les lettres qui correspondent à I et quelles sont les lettres qui correspondent à OU ou à O. Donc, quand on invente un alphabet, eh bien, on est influencé pour le choix de la forme des lettres par des phénomènes du genre Booba-Kiki. Booba et Kiki sont plutôt amusants, mais quand même assez marginaux. Et quand ils apprennent à parler, les bébés ne peuvent pas se fonder là-dessus pour deviner ce que veulent dire les mots qu'ils essayent d'apprendre. Mais comment font les bébés? C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode.